Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but d'établir les points communs et les différences principales entre les centrales électriques thermiques à combustible fossile, le pétrole, le charbon, le gaz, et les centrales électriques thermiques à combustible nucléaire. Ici nous avons deux centrales électriques, la centrale du Havre qui est une centrale thermique, une centrale à flamme qui utilise comme matière première le charbon, et ici la centrale de Paluel qui est une centrale nucléaire où on a ici les quatre dômes dans lesquels les réacteurs produisent l'énergie thermique à partir de l'uranium 235. Alors dans les deux cas, et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup d'autres types de centrales électriques, comme par exemple les centrales éoliennes, nous avons une turbine qui est couplée à un alternateur. Donc l'alternateur, c'est un système d'aimants et de bobines, et depuis le 19e siècle, on sait qu'un aimant tournant à proximité d'une bobine produit une tension électrique qui peut être utilisée pour fournir de l'énergie électrique. Alors, dans les deux cas, que ça soit avec le nucléaire ou avec le combustible fossile, eh bien, on fait chauffer de l'eau. Donc ici, on a un circuit d'eau qui est chauffé à très forte pression, à peu près 300 bars. Et cette eau sous pression, cette vapeur d'eau sous pression, va faire tourner la turbine qui, couplée à l'alternateur, va faire tourner l'alternateur. Alors dans le cas d'une centrale nucléaire, et c'est une grande différence, on a un circuit primaire où le combustible nucléaire permet ici de chauffer à très forte pression également une eau, et cette eau très chaude va chauffer en fait l'eau du circuit secondaire. Alors dans une centrale thermique à flamme classique, on a une chaudière, et cette chaudière en fait chauffe l'eau qui est donc mise sous pression à une température très élevée, et cette vapeur d'eau fait tourner la turbine et donc l'alternateur. Voilà, la puissance des deux centrales est comparable. Les centrales nucléaires, bon, ça dépend des réacteurs. Les plus anciens sont de 900 MW, les plus récents sont de 1300-1400 MW. Une centrale thermique, c'est à peu près 1000 watts par tranche. Voilà, évidemment, dans une centrale nucléaire, ici le combustible nucléaire, pour des raisons de sécurité, est confiné dans une enceinte qui n'est pas en contact avec ce circuit secondaire. À noter que dans les deux cas, la vapeur d'eau, qui est relativement chaude, doit être de nouveau condensée à la sortie ici du circuit secondaire, et pour cela on utilise des circuits refroidissants. Dans le cas des centrales nucléaires, on peut avoir ces grandes tours aéro-réfrigérantes lorsque la centrale est installée en bord de fleuve, et sinon on utilise simplement l'eau de mer lorsque la centrale nucléaire est installée, comme ici, à proximité de la mer. Voilà, pour ce qui est du grand principe de fonctionnement de ces centrales thermiques. Alors, les conversions d'énergie, dans le cas des combustibles fossiles, eh bien, on brûle du charbon ou du gaz, le méthane, ou éventuellement du fioul. Ici, nous avons les équations chimiques, où nous avons les réactifs, donc c'est une combustion, donc il y a toujours le dioxygène. Ici, C plus O2 donne le produit de réaction CO2. Alors, on a représenté ici que la combustion du carbone, mais il faut imaginer que pour ce qui est du charbon, on n'a jamais du charbon avec 100% de carbone. Donc on a également combustion de soufre et d'autres particules. Pour ce qui est de la fission nucléaire, on a un noyau d'uranium fissile, avec production de neutrons. Ces neutrons
déstabilise le noyau d'uranium et crée des produits de fission, et cette réaction nucléaire libère une grande énergie. Alors on a ici deux exemples de réactions nucléaires engageant le noyau d'uranium-235, qui est lui fissile, c'est-à-dire qu'il peut être soumis au phénomène de fission, c'est-à-dire un noyau qui se scinde en deux noyaux plus légers, mais on a aussi d'autres possibilités de fission. Là, ce ne sont que deux exemples. Alors, faites attention au piège classique. Le combustible nucléaire, bon, il est appelé combustible, mais ça n'est en aucun cas une combustion. Donc il faut bien retenir les termes. Dans le cas de l'uranium, on utilise la fission d'un noyau fissile, c'est-à-dire qui a la capacité de rentrer en fission. Voilà, alors évidemment, ces deux types de réactions sont très différentes. Ici on a une réaction chimique, ici on a une réaction nucléaire. Les réactions nucléaires engagent le noyau, tandis qu'ici les réactions chimiques engagent les atomes. Alors dans une réaction chimique, on a conservation des éléments. Là on a l'élément carbone, on le retrouve ici. On a l'élément oxygène, on le retrouve ici. Ici l'hydrogène, on le retrouve ici. Tandis que dans une réaction nucléaire, le noyau est transformé. Donc on n'a pas conservation d'éléments chimiques, on a juste conservation du nombre total de nucléons, 235 plus 1, 236, j'additionne, 92 plus 141 plus 3 fois 1, ça fait aussi 236. De même, pour ce qui est du nombre de protons, 92, eh bien c'est égal à 36 plus 56. Alors les énergies produites par ces deux réactions sont dans des échelles très différentes. Si l'on prend 1 gramme de charbon, alors je devrais plutôt dire 1 gramme de carbone, pur, eh bien ça va libérer 42 kJ, c'est-à-dire 4,2 10 puissance 4 joules. Tandis que 1 gramme d'uranium fissile, l'uranium 235, va libérer 7 10 puissance 10 joules. Donc c'est un rapport de 1 million. On dit généralement aussi que la fission d'un gramme d'uranium est équivalent à 1 million de tonnes équivalent pétrole. Voilà, pour ce qui est des productions d'énergie dues d'une part à l'énergie chimique du charbon, du méthane ou du fioul, ou l'énergie nucléaire que renferment les noyaux d'uranium-235. Donc ici on a la chaîne de conversion avec au début l'énergie primaire initiale, qui est chimique ou nucléaire, le combustible qui convertit cette énergie en énergie thermique, puis l'eau qui transfère cette énergie thermique sous forme d'énergie mécanique, la turbine qui transfère l'énergie mécanique à l'alternateur, et l'alternateur qui transfère cette énergie en énergie finale électrique, avec bien sûr des pertes tout au long de ce processus. Alors si maintenant on s'intéresse aux pollutions, dans le cas d'une centrale thermique à combustible fossile, eh bien nous avons en premier lieu bien la production de CO2 qui est un gaz à effet de serre. Donc l'effet de serre provoque une augmentation de la température globale de la planète, provoque une augmentation de la fonte des glaciers et une élévation du niveau des mers. Ça c'est un premier problème, la production de gaz à effet de serre. Mais on a aussi du fait que ces différentes matières premières combustibles fossiles ne sont pas purs, et on a généralement du soufre par exemple dans ces matières premières, et on produit également du dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre mélangé à de l'eau, donc avec simplement les eaux de l'atmosphère, eh bien donne des pluies acides, et les pluies acides provoquent des dégâts, en particulier dans certaines forêts. On a également des particules fines, qui crée une pollution atmosphérique non négligeable. Alors on connaît bien le problème en Chine, avec les nombreux reportages télévisés qu'on a pu voir récemment, où les populations locales sont contraintes de porter des masques qui ne sont pas d'une très grande efficacité. Et il faut donc compter les maladies respiratoires. Alors ici on a une comparaison des émissions de CO2 selon les énergies, mais on voit ici que les énergies fossiles produisent
par kilowattheure d'électricité, eh bien beaucoup de dioxyde de carbone. Mais encore une fois, ce n'est pas la seule source de pollution pour ce qui est des énergies fossiles. Pour ce qui est du nucléaire, on connaît les accidents nucléaires les plus spectaculaires. Alors on en connaît deux, principalement, deux catastrophes dramatiques. Tchernobyl en 1986, où on a eu eh bien toute une population qui a été évacuée dans un rayon d'à peu près 30 km autour de la centrale. Un grand nombre de personnes qui sont intervenues pour essayer de diminuer les conséquences de cette explosion. Et donc l'utilisation de l'uranium-235 amène à des produits de fission qui sont radioactifs. Alors on a forcément des déchets radioactifs. 4% de ces déchets devront être enfouis, et 4%, on pourrait penser que c'est négligeable, ça ne l'est pas du tout, parce que ça représente des milliers de mètres cubes depuis qu'on utilise l'énergie nucléaire. On a également, avec l'usine de retraitement de La Hague de ces déchets nucléaires, des rejets dans l'atmosphère, des fluents gazeux et des fluents liquides. Alors, un des rares avantages, pour l'anecdote, eh bien, on peut par exemple dater les vins, et vérifier que le vin est du bon millésime simplement en mesurant le taux de césium-137 qu'il contient, parce que selon les retombées nucléaires qu'il a pu y avoir, en particulier à Tchernobyl, eh bien on est capable de déterminer l'année d'un vin. Alors ici on a un bilan des rejets en mer édité par la société Areva. Donc on voit qu'on a une limite en téra-becquerel, donc il faut imaginer que les becquerels c'est 10 puissance 12 désintégrations par seconde. Bon, ça c'est la limite autorisée, et puis on voit qu'on est à chaque fois en dessous de cette limite autorisée. Mais il n'empêche que les rejets sont non négligeables. Donc on a ici quelques-uns des déchets radioactifs, le strontium 90, le césium 137, mais aussi le césium 134, bref, tout cela sont des éléments radioactifs qui sont produits par la réaction de fission de l'uranium 235. Donc on a différents émetteurs, ça peut être des émetteurs de noyaux alpha, ça peut être des émetteurs de rayonnement gamma, bref. Donc tout cela est recensé et on surveille évidemment les rejets que l'on fait, en particulier ici dans la mer. Alors les pollutions en amont, parce qu'il n'y a pas uniquement l'utilisation en centrale électrique, il faut extraire les ressources. Alors en particulier, l'uranium 238, il est radioactif et son extraction provoque quelques dégâts environnementaux. Donc selon la CRIRAD, qui est une commission de recherche indépendante sur la radioactivité, on a des consommations des eaux bues par les locaux, des poussières radioactives, et des ferrailles radioactives sur le marché parallèle. Alors l'uranium 238 est radioactif, et quand il se désintègre, il amène à ce gaz radon, qui est évidemment très toxique, et les mineurs sont exposés à ce gaz de radon. Pour ce qui est des combustibles fossiles, on connaît un petit peu plus les dangers de l'extraction. Évidemment, les mineurs sont exposés aux poussières de charbon, mais aussi à des gaz asphyxiants. Et puis on connaît les ravages provoqués par les marées noires, mais s'il n'y a pas que les marées noires, la simple extraction de pétrole amène évidemment à une érosion des sols, une pollution des nappes phréatiques, une pollution des sols, de l'air, des déforestations pour installer toutes les installations nécessaires à l'exploitation du pétrole, et un appauvrissement également de l'agriculture. Donc on n'a aucune de ces deux énergies, énergie primaire chimique, avec les combustibles fossiles, ou l'énergie primaire nucléaire, qui n'est une énergie propre. Donc une énergie propre, c'est une énergie primaire qui produit une quantité faible de polluants, lorsqu'elle est transformée en énergie finale. Bon, c'est pas du tout le cas pour ces deux types d'énergie, et donc il est fondamental que nos sociétés parviennent à économiser l'énergie, et en particulier l'énergie électrique. Donc pensez à éteindre vos appareils en veille, pensez à diminuer votre éclairage électrique, et je vous remercie de votre attention.